cher, que vous êtes cruel. Oui, vous êtes cruel parce que vous êtes revenu pour que je vous raconte comment je me suis fait dézinguer la première fois que j'ai envoyé ma dystopie donner la vie à 17 maisons d'édition. Alors, dans un instant, je vais vous emmener visiter le mur de la honte et vous donner tous les détails croustillants de ma désintégration, mais auparavant, je vous rappelle un petit peu le contexte. J'ai écrit un bouquin essentiellement pendant les vacances scolaires, ça a duré à peu près 1 an parce que j'avais à l'époque des enfants en bas âge et c'est vrai que j'ai commis quelques erreurs, j'en reparlerai plus tard, mais en tout cas j'avais beaucoup d'espoir et c'est vrai qu'au moment où j'envoie mon thriller, je me voyais déjà en haut de l'affiche, j'imaginais quand même que j'allais avoir une réponse positive, j'avais mis tellement d'efforts, tellement d'heures de travail que je n'avais pas vraiment envisagé l'échec. Eh bien, la suite va vous montrer qu'il faut toujours se préparer au pire. Alors c'est parti, je vous lis une lettre qui m'a beaucoup traumatisée entre toutes, c'est le courrier du dilettante qui quand même a publié à l'époque Anna Gavalda et une maison d'édition que j'adorais. Alors je lis: je n'ai pas été séduite par votre roman, cela manque d'originalité, on a déjà tellement évoqué les émissions de télé-réalité, on voit bien que vous voulez en faire une critique, une satire, mais ça ne prend pas vraiment. Le lecteur se lasse vite, il a du mal à s'attacher au personnage, face aux nombreuses longueurs, il s'ennuie et il lâche prise. Et attendez, il y a le meilleur pour la fin. Le style manque de rythme, de souffle, de concision. Votre texte, j'en bafouille, ne m'a pas enthousiasmé. Et voilà, Marie Capron, dans ta gueule. Allez les copains, l'heure de la vengeance a sonné. On va aller faire un petit tour du côté de la Fnac. On va aller voir mes bébés. Regardez-moi ça, comme ça fait plaisir. Attendez, je vous la refais, je sais pas si vous voyez bien. Et regardez-moi ce petit bébé, le tome 1. Toujours le tome 1, bien rangé comme il faut. Et regardez, dans la vie, faut jamais paniquer. En fait, le tome 2, il était là, regardez-moi ça, ce petit ange, il était classé au rayon des nouveautés, hein. Quand même, il a des voisins sympas. Mon bien-aimé John Irving, un de mes auteurs préférés. On a quand même à côté les mémoires d'un expert psychiatre. C'est pas rien tout ça, hein. Bon, alors maintenant j'arrête de faire la maline parce que c'est très facile 15 ans après de vous emmener à la Fnac et de vous montrer que je suis publiée en poche. Mais ici vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Les coulisses d'une vie d'autrice Palisse, donc je vous dois la vérité, vous n'êtes pas sur la chaîne de la nana qui boit du matcha et qui vous raconte que sa vie est formidable. Et donc on va revenir, si vous voulez bien, en 2011 et je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé quand j'ai reçu ces 17 lettres de refus dans la gueule. Donc ce qui s'est passé d'abord, c'est que j'ai encaissé en silence, mais j'ai eu honte. Mais une honte, mes camarades. Je me suis dit, mais pour qui tu te prends, ma fille? En fait, ça y est, t'as fait 4 piges à Mayotte dans un canard et tu penses que tu peux te permettre d'envoyer tes manuscrits à Gallimard, Grasset, Flammarion, voilà, enfin, de quel droit tu fais ça? Après, j'ai eu honte vis-à-vis de mes enfants aussi. Parce que j'avais écrit quand même pendant 1 an, ils m'avaient vu écrire et je leur avais refusé pas mal de choses au motif que non, maman va pas jouer avec toi parce qu'elle est en train d'écrire, non, là on va pas à la plage parce que je suis en train d'écrire. Donc ils étaient petits, mes gosses, et ils ont vu maman écrire pendant 1 an et puis au bout d'1 an, non, maman ne va pas sortir son livre et je me sentais minable en fait. Voilà, il y a eu ça. Je me sentais minable aussi aux yeux de mon mari, puisque à l'époque j'étais encore mariée, parce que j'avais l'impression d'un échec de la femme qu'il aimait.
Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait comme si ça n'existait pas. J'ai fait comme si ça n'existait pas, sauf que de ce fait, je n'ai pas repris d'autres projets d'écriture. J'étais dans le déni. Et ça a été extrêmement violent, en plus parce que j'avais investi aussi beaucoup d'argent, puisque comme je vous l'ai dit à l'époque, ça coûtait quand même, ça a dû me coûter entre 800 et 1000 euros, entre les frais d'impression et les frais d'envoi, donc c'était un budget conséquent aussi. Et voilà, j'ai mis 4 ans à encaisser ça. Alors, j'ai décidé de continuer modestement à lire des livres et à publier des chroniques sur mon site sous les lunettes de Zerbinette, et ça a duré jusqu'en 2014. Ce qui s'est passé en 2014, ça a changé la suite de ma trajectoire. Mais comme d'habitude, c'était loin d'être un événement heureux. Mais maintenant, on va d'abord prendre le temps d'analyser les raisons de cet échec. Alors maintenant, mes camarades, c'est ma partie préférée de la vidéo. Parce que ce que j'adore à chaque fois que je me plante, c'est apprendre de mes erreurs. Et là, je vais vous partager ma théorie préférée. C'est la théorie de l'IA qui se bat contre un joueur d'échecs professionnel. Lorsqu'une IA joue aux échecs, et qu'elle perd la partie, l'IA ne va pas faire comme l'humain. L'IA ne va pas envisager l'échec de manière dramatique et subjective en se disant « je suis nulle, vraiment je n'y arriverai pas, je suis trop vieille, etc. etc. » L'IA va analyser froidement les raisons de cet échec sans rentrer dans le drama, dans la psychologie, dans la projection, dans les interprétations. Alors moi j'ai mis 4 ans à m'en remettre de cet échec, mais aujourd'hui, et je suis contente parce que je vous parle précisément à l'endroit où j'ai écrit Donner la vie, presque plus de 15 ans plus tôt, vous voyez, donc ça a du sens d'être sur la même chaise, à la même table. Mais après toutes ces années, j'ai analysé froidement les raisons de mon échec sans drama, et je vais vous les partager. La première chose que j'ai faite et mal faite, c'est que lorsque j'ai écrit Donner la vie, j'ai écrit sans plan. J'ai cru qu'il fallait écrire en suivant son inspiration. Alors, vous m'entendrez souvent dire ça, l'inspiration, aujourd'hui je sais que ça n'existe pas. Il n'existe que le travail, il n'existe que la préparation. Et donc à l'époque, j'ai écrit en suivant ma motivation, et puis dès que ma motivation a chuté, il y a dû avoir des passages de flottement dans mon intrigue, et ça s'est ressenti. Donc on n'écrit jamais sans plan. Deuxième erreur, j'ai écrit sans connaître la fin. Alors ça, c'est à ne jamais faire, mes chers. Si vous écrivez un thriller, il faut absolument connaître la fin avant même d'avoir écrit le début. Sinon, vous courez à la catastrophe. Troisième erreur que j'ai commise, c'est de n'écrire évidemment que pendant les vacances scolaires. Aujourd'hui, lorsque j'écris un roman, j'écris tous les jours pendant 1 an, avec une discipline dont je vous parlerai plus tard. Mais évidemment, quand vous écrivez uniquement les jours où vous vous sentez aligné avec vos hormones et la température extérieure, et que vous décalez la séance d'écriture parce que vous n'avez pas la bonne tisane, ce que je faisais à l'époque, ou bien quand vous vous sentez un peu perturbé, vous n'écrivez pas, vous n'allez nulle part, ou en tout cas vous allez dans le mur de la honte. Je vous ai déjà emmené par là. Bonjour mes chers, je vous retrouve pour une petite page de publicité. Alors oui, on m'a dit que quand on fait des vidéos YouTube, il faut penser à chaque vidéo à se présenter, parce que pour l'instant j'ai 10 abonnés, mes 10 abonnés, je vous aime, merci. Et imaginez qu'un 11e abonné se pointe sur la chaîne, et là il me voit gigoter comme ça, il ne sait pas qui je suis. Donc pour ce 11e abonné, je me présente, je m'appelle Marie Capron, je suis autrice de thrillers trash aux éditions Viviane Ami et aux éditions J'ai lu du groupe Flammarion. Mais là, voyez-vous, je ne suis pas dans un studio d'enregistrement, je suis dans ma bagnole parce que je vais bosser, car oui, dans la vraie vie, il est très très rare qu'une autrice vive de sa plume. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote. Un jour, je vais chez le médecin, et ce jour-là, j'avais envie de me la péter un peu. Donc, au moment où il me demande ma profession, je lui réponds très sérieusement, je suis autrice de thriller.
thriller, on dit. Et là, le médecin me regarde blasé et il me répond « Oui, bon d'accord, mais votre vrai métier, c'est quoi ?» Et je crois que ça résume très bien la situation. À moins d'être un auteur hyper connu, eh bien, c'est très difficile de vivre de sa plume, mais deux, c'est pas forcément un métier qui est pris très au sérieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler à temps partiel pour me consacrer à mes activités d'écriture, mais ça n'a pas toujours été comme ça. En attendant, mes chers, je vais y aller parce que c'est pas tout ça de baratiner, mais la France a besoin de moi. Au boulot, on est motivé, on y croit.